souhaitiez aller un peu plus loin et qui ont quand même un point commun. Oui, vous avez raison, Les Bienheureux, c'est un livre un peu à la croisée du roman, du récit et du témoignage. En fait, pendant 3 ans, j'ai suivi le quotidien de familles qui ont un enfant atteint d'une maladie rare qui s'appelle le syndrome Williams. Alors, le syndrome Williams, en 2 mots, parce que bon, on n'est pas obligé de le savoir, moi je l'ai découvert avec vous d'ailleurs. Alors, c'est quoi les symptômes de cette maladie? Qu'est-ce qui est commun à tous ceux qui ont cette maladie? Alors, c'est une maladie. Mettez bien le micro là. Vous m'entendez bien? C'est une maladie orpheline, hein, comme tant de maladies qu'on connaît assez peu finalement. C'est une maladie qui se caractérise par évidemment des déficiences cardiaques, intellectuelles, mais qui présentent aussi des caractéristiques assez merveilleuses au sens littéraire du terme, assez magiques. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un livre sur le sujet, puisque ce sont des enfants qui ont un gène qu'on n'a pas, de l'hypersociabilité. Ils sont doués d'une musicalité extraordinaire, ils ont tous quasiment l'oreille absolue, donc capables de retenir, de déchiffrer des partitions pendant des années entières, alors qu'ils ont, je le rappelle, 40 à 90 de QI en grand maximum. Et ils auraient aussi inspiré la légende des elfes et des lutins dans les contes de fées. Ces enfants, est-ce qu'ils sont conscients de leur handicap? Ils en souffrent ou pas? Alors ils n'en souffrent pas parce que comme ils ont ce gène-là, ils sont très, d'où le titre Les Bienheureux, ils sont heureux tout le temps, ils sont traversés d'une lumière, d'une gaieté, d'une joie. Pour autant, évidemment, comme tout cheminement, ils se rendent compte de leurs différences. Il faut mettez le... Non, regardez comme je fais. Ça. En bas. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, ils se rendent compte de leurs différences à partir de, je crois, après la petite enfance, c'est-à-dire, je pense, avec le regard des autres, à l'école, primaire et au collège. Je crois que c'est à ce moment-là qu'ils entendent le terme handicapé, voilà, et qu'ils se disent qu'ils ne sont pas exactement à l'image de ceux qui les entourent. Est-ce qu'ils ont une éducation à part ou est-ce que c'est à la charge des parents de... Ce qui est intéressant, c'est justement pour moi de voir à quel point les éducations diffèrent en fonction des modèles un peu familiaux, sociaux. Et des talents, entre guillemets, des enfants. Et oui, des talents, parce qu'effectivement, ils ne sont pas tous atteints au même degré par la maladie. Malheureusement, c'est un verdict un peu terrible, mais assez peu de personnes atteintes par le syndrome sont autonomes et peuvent évoluer dans des milieux, disons, typiques. Ils sont combien ces enfants en France? C'est une naissance sur 7000. Quand même. C'est quand même pas. Non, c'est pas négligeable. Ça. Ils sont 300 000 dans le monde. Je crois qu'en France, ça se chiffre entre 3 et 5 000 personnes. Et l'espérance de vie? Alors l'espérance de vie, c'est assez flou puisque cette maladie a été découverte dans les années 60. C'est une maladie assez récente. Et avant, on les catégorait avec les autistes, avec... Oui, ou alors avant, je pense, ça c'est le cas un peu du handicap en général, c'est d'ailleurs un peu le cas aussi pour les enfants qui ont maintenant 20 ans, pour les familles qui ont un peu plus d'expérience. Les médecins avaient un peu pour habitude de dire n'en parlez pas à votre famille. Ça restera peut-être un peu malheureusement l'enfant différent, le simplé dont on ne parle pas. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il y a 20 ans, on dit que c'était une naissance sur 20 000, mais comme aujourd'hui les diagnostics se font plus facilement, les tests génétiques aussi, c'est plus facile. Et c'est plus accepté aussi peut-être par les familles. Peut-être qu'effectivement les lignes changent un peu aujourd'hui sur le regard qu'on a sur le handicap, on en parle de plus en plus dans les fictions, dans l'imagerie collective. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'une naissance sur 20 000 devient en quelques années une naissance sur 7 000. C'est-à-dire à quel point finalement c'était un peu tabou. Alors, ces enfants, donc, l'espérance de vie, c'est... L'espérance de vie, malheureusement, ouais, c'est un peu fou, mais c'est comme ils ont pas mal de problèmes cardiaques. Et c'est pas un enjeu, un enjeu médical, oui. Non, mais c'était pas une thématique qui était facile à aborder avec les familles, parce que c'était un peu de leur dire, finalement, votre enfant va vivre combien de temps. C'était quand même assez difficile, mais ça se chiffre en 30, 40, 50 ans. Est-ce qu'il y a malgré tout des améliorations dans les soins apportés, dans le suivi apporté à ces enfants? Il y a une association en France qui a été créée à la naissance de Marius, un des enfants dont je raconte la vie dans le livre. L'association fête ses 20 ans cette année et depuis ses 20 ans, effectivement, c'est une association qui est vraiment dédiée à la recherche médicale. Et donc, il y a effectivement des études qui sont faites et des découvertes et des révélations assez incroyables, comme celle de cette étude qui a prouvé que finalement, la différence entre les loups et les chiens se situe dans la même région génomique que les enfants Williams. Je
vais expliquer ça clairement, finalement, que les enfants Williams ont en eux un gène que les chiens ont et que les loups n'ont pas, c'est-à-dire que nous sommes un peu les loups, c'est-à-dire que nous sommes un peu les gens comme ça, un peu moins domptés, un peu plus... ne pas voir comme ça l'autre facilement dans la rue, alors que eux sont un peu plus domestiqués, un peu plus doux, un peu plus bienveillants. Bien sûr. Le rapport